Troisième auteur de cette série donc de japonais écrivant en français, Ryoko Sekiguchi. Sekiguchi, elle est vraiment dans l'entre-deux de la connaissance parfaite qu'elle peut avoir de la culture de son pays d'origine, le Japon, mais aussi la très grande connaissance qu'elle a de la France, de Paris, où elle vit pour une bonne partie de l'année, même si elle retourne très régulièrement dans son pays, et une bonne connaissance de l'Europe d'une façon générale. Elle est traductrice vers le japonais d'un certain nombre d'auteurs, en particulier Jean Echnoz par exemple, mais elle a eu aussi la curiosité de traduire l'afghan Atik Raimi qui écrit en français. Elle est également traductrice de ses propres textes du japonais vers le français, mais aussi d'un certain nombre de poètes japonais, d'un grand nombre de mangas. C'est quelqu'un qui est très averti dans le domaine de la gastronomie, de l'énologie. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les lui poser. Elle a écrit plusieurs livres qui ont trait à la cuisine. Manger fantôme, le club des gourmets et autres cuisines japonaises. 2 petits livres consacrés à des saveurs, l'astringent, le fade. Elle est aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le voyageur affamé, le Japon à Paris, menu fretin ». C'est vous dire la connaissance intime qu'elle peut avoir de la langue française et voire de ses jeux de mots. Elle s'est intéressée aussi non seulement à la cuisine française, à la cuisine japonaise, mais à la cuisine libanaise. Elle a séjourné à Beyrouth et elle en est revenue avec un livre qui s'intitule « 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent ». Elle est l'auteur de plusieurs livres en français, des petits livres, par exemple, l'un d'entre eux s'intitule « La voix sombre » et a trait à l'importance que peuvent avoir la voix, les voix humaines, et elle nous invite à conserver les voix qui nous sont chères pour les garder en mémoire. Elle qui a beaucoup correspondu avec ses parents, parce qu'ils étaient restés au Japon, en particulier avec son grand-père, qui était un homme du livre, un homme de l'édition. Son grand-père a disparu et elle a conservé la voix de ce grand-père et elle dit tout le bonheur qu'elle peut avoir à l'entendre. Autre livre très intéressant, c'est un livre qui porte un titre japonais qui n'est pas traduit parce que c'est une notion qui n'existe pas en français. Le livre s'appelle Nagori et si on doit le traduire, cela signifie la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Un sentiment que nous n'avons pas, en tous les cas que nous ne formulons pas, mais que les Japonais formulent à propos du climat bien sûr, mais aussi à propos de ce que nous mangeons, à propos de la botanique, comment évoluent les arbres, les fleurs, etc. selon les saisons. Dans cette confluence de plusieurs cultures, de 2 cultures en particulier, Ryoko Sekiguchi a écrit un livre qui s'intitule « Ce n'est pas un hasard » et ce livre a été publié en octobre 2011. La date a beaucoup d'importance. Le livre commence par le texte que vous allez entendre ensuite et il commence le 10 mars 2011. L'auteur est à Paris. Elle est en train de traduire un texte d'Emmanuel Carrère lorsque survient dès le lendemain la vie qui va basculer au Japon avec la catastrophe de Fukushima. À partir de cette date et jusqu'au 30 avril, l'auteur va tenir un journal, une sorte de chronique quotidienne et rendre compte du ressenti qu'elle partage avec les Français, mais aussi avec quelques échanges qu'elle peut avoir avec le Japon à propos de cette catastrophe. Il y a chez elle une quête d'information, une sorte de boulimie pour s'informer auprès des médias, auprès des réseaux sociaux, auprès des contacts qu'elle peut avoir avec ses proches, avec sa famille. Elle réunit chez elle à Paris des amis japonais, ils évoquent, ils sont inquiets tous, ils essayent de joindre des amis, des parents, inquiets pour la suite, comment va évoluer la situation. Vous savez que Fukushima, au départ, c'est un séisme qui a provoqué un tsunami. Ce tsunami a provoqué une panne du refroidissement des réacteurs d'une centrale nucléaire, d'où la catastrophe nucléaire qui en a suivi et qui peut encore advenir au moment où elle écrit. Elle met ensemble un certain nombre de choses à propos de cette catastrophe, ce qu'elle peut ressentir, ce qu'elle peut lire, l'interview du Premier ministre dans le journal Le Monde. Elle fait évidemment le parallèle avec Hiroshima, mais elle le fait non seulement parce qu'elle rapproche 2 catastrophes qui sont japonaises, mais aussi comment nous, Français, nous avons perçu Hiroshima et comment nous percevons Fukushima. La seule prononciation du mot Hiroshima, par exemple, marque notre différence. Nous disons Hiroshima comme si
le H n'existait pas. Or, il s'agit, paraît-il, d'un H aspiré, donc la prononciation japonaise est très différente. Elle dit, par exemple, imaginons que cette catastrophe ait lieu en France. Elle dit, ce serait un sacré bordel, je cite. Hein. Et puis finalement, elle se ravise un petit peu et dit, mais je suis pas sûr. Et finalement, peut-être que l'administration française aurait mieux géré d'une façon générale que ne l'a fait l'administration japonaise. Elle recueille beaucoup de japonais, de témoignages japonais venus du Japon, issus du Japon, des japonais qui sont hors du Japon, des japonais qui sont au Japon, mais qui ne sont pas à Fukushima. Elle recueille aussi les témoignages que l'on peut entendre sur ceux qui sont les survivants de Fukushima, et elle note combien les traductions sont parfois maladroites, voire très approximatives. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la vie continue autour d'elle. Il y a le salon du livre, elle y rencontre Atiq Rahimi, l'auteur afghan, donc déjà qu'elle a traduit, qu'elle connaît bien, et ils échangent à propos des catastrophes, lui évoquant évidemment le tremblement de terre qui était survenu dans son pays. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce livre, Ryoko Sekiguchi analyse notre regard, notre rapport au Japon. Comment nous portons sur Fukushima, tout d'abord évidemment une sorte de compassion, mais aussi une très grande ignorance, et parfois, ça et là, vient se mêler du racisme. On évoque par exemple l'absence de sentiments, d'expression, de la tristesse chez les Japonais, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et en tous les cas, même s'il n'y a pas d'expression, ça ne veut pas dire que celle-ci soit absente. C'est un livre d'une très grande sobriété sur la perception, sur les perceptions même de cet événement, et sur la perception française et la perception japonaise de ce même événement, la présence de la peur aussi, la peur d'un nouveau séisme et la peur des conséquences inconnues. Là encore, ce n'est pas un hasard. Ryoko Sekiguchi résume d'une certaine façon ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle est japonaise, mais avec cette connaissance, cette vie quotidienne française qu'elle peut avoir, et elle sait très bien nous observer, elle connaît nos qualités, elle connaît nos travers, elle connaît aussi très bien les qualités et les travers de sa population, des Japonais, et elle ne manque pas de le dire à l'un et à l'autre, aux uns et aux autres. Voilà, ces 3 auteurs japonais écrivant en français, j'espère que vous les apprécierez, ils sont différents, ils n'ont que peu de rapports, si ce n'est le fait de s'exprimer en français et d'être tous japonais, mais cela ne suffit pas, cela fait aussi la diversité de la littérature. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je commence par la veille. Le 10 mars 2011. J'achève un échantillon de traduction du livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne. Je ne suis pas mécontente du résultat. Le 11 mars. Vers minuit, j'ai une conversation téléphonique avec Junichi, un ami japonais, dont je viens de relire une traduction. Brève séance de travail, il me demande si j'accepterais de lui rapporter un foulard Hermès pour sa compagne quand je viendrai au Japon début avril. On ne trouve pas ce modèle ici, je te rembourserai. J'accepte bien sûr. Je lui demande de m'envoyer une photo et le nom du modèle. Vers 8h du matin, j'allume mon ordinateur, je trouve un mail de cet ami avec la photo du carré Hermès Pégase. Je consulte en même temps, comme d'habitude, le Facebook japonais. Les commentaires parlent d'une grosse secousse sismique. Dis donc, ça a secoué aujourd'hui. Toutes mes bibliothèques se sont renversées. Il va me falloir du temps pour ranger tout ça. Une secousse forte, certes, comme on en a 2 ou 3 fois par an, mais rien d'alarmant. Je vais tout de même appeler mes parents pour prendre des nouvelles. Je suis sûre qu'ils vont me rassurer. Sans doute même plaisanter sur ce qui vient de se passer. Ça ne répond pas. Ils sont sans doute sortis. J'appelle sur leurs portables respectifs, pas de réponse. Cela m'agace un peu, ma mère a la fâcheuse habitude d'oublier d'activer sa boîte vocale et elle ne répond pas toujours sur son portable. Mon père doit encore être au travail. Je rappelle ma mère. C'est impossible une telle inattention. Comme je lui dis toujours, si tu oublies d'activer ta messagerie, je ne pourrai pas te laisser de message au cas où. Je n'avais pas encore compris que ce jour-là, c'était justement le au cas où. J'appelle en continu pendant une demi-heure, sans succès.
Chez mon frère non plus, je commence à m'inquiéter, je leur écris un mail collectif. Je comprends enfin que si ça ne répond pas, ce n'est pas que ma mère a égaré son portable, mais que la ligne est saturée. Un appel, je décroche, un ami français. Je suis devant la télé, il me dit « Les tsunamis sont impressionnants ». Là, je m'emporte. C'est plus fort que moi, brusquement, je lui coupe la parole. Impressionnant ou pas, je m'en fous. Pour nous, ce n'est pas une image, c'est la réalité qui nous tombe sur la tête. Pourtant, au moment où je dis cela, dans la distance, ce ne doit pas être pour moi autre chose qu'une image. Habitude de ces images. Mais à cet instant, je ne prends pas la mesure de la gravité de la situation. L'impossibilité de joindre ma famille, sans doute, m'a fait sortir de mes gonds. Peut-être aussi ai-je dramatisé un peu parce que je m'adressais à un étranger. Il ne doit pas avoir beaucoup d'expérience des catastrophes. Tentation de prendre le dessus en la matière. Pourtant, il n'y a pas de quoi être fier. Les informations que je possédais à ce moment-là rappelaient des catastrophes que l'on a pu connaître par le passé. Graves, certes, mais on en a connu de graves aussi. 3 heures plus tard, j'ai enfin ma mère au téléphone. Elle va bien, mais elle est sans nouvelles de mon père. Coup de fil d'un agent de l'opérateur de téléphonie mobile qui me propose des forfaits intéressants. En général, je suis plutôt patiente avec ce genre d'appel. Je m'imagine à la place de ceux qui doivent faire le boulot, mais cette fois, impossible. Je n'ai pas la tête à ça. Je le dis à la femme au bout du fil qui répond « D'accord, c'est noté. » C'est noté ? C'est noté quoi ? Okai, un ami au Japon, s'inquiète des centrales nucléaires. Je lis son commentaire sur un site et me mets à consulter les pages spécialisées. Jusque-là, personne autour de moi n'avait fait allusion à ce risque, tant on était captivé par l'image du tsunami. Quand j'y repense, ce premier jour, jusqu'en fin d'après-midi, la plupart des Japonais ont cru avoir affaire à une catastrophe naturelle du type de celle qu'ils avaient déjà vécue, même si la puissance du tsunami était incomparable. Pourtant, ce n'est jamais la même chose. Même si l'on en a déjà vécu d'autres, toute catastrophe est sans précédent au moment où on la vit. Et cette fois-ci, je crains que ce ne soit plus vrai que jamais. En rentrant, je regarde en boucle sur mon ordinateur la chaîne NHK, chaîne d'information par excellence dans ce genre de situation. Alors je commence à prendre conscience de l'énormité de la catastrophe. Le soir, j'invite des amis à se réunir chez moi. Mieux vaut être plusieurs à ne pas rester chacun chez soi dans son coin à envisager le pire. Plus on est loin, plus l'imagination s'emballe. Nous sommes à 7, collés au site de NHK. Parmi mes amis, certains n'ont toujours pas réussi à joindre leur famille. Chaque fois que la télévision annonce une nouvelle réplique, un départ d'incendie, l'un d'eux décroche le téléphone en vain. C'est alors que je suis saisie par une étrange sensation. J'ai déjà vécu ça. Je me souviens, mon frère et moi étions restés jusqu'à 3 ou 4 heures du matin à regarder brûler la ville de Kobe, rongée par les flammes comme après un bombardement. Je me souviens, j'étais collégienne quand un quartier de l'île de Miyake fut détruit par la lave à 70%. Je me souviens aussi d'un tremblement de terre dans la région même qui est touchée aujourd'hui. Tant d'images me reviennent de tremblements de terre et de typhons que je ne parviens plus à les distinguer. Les images se superposent les unes aux autres et tout à la fois ce sont et ce ne sont pas des images. Lorsqu'on est concerné, l'image n'est pas une image, c'est la réalité. Mais quand on n'est pas directement touché, l'image conserve en quelque sorte son statut d'image et ce sont ces réalités images qui nous assaillent chaque fois que le Japon est victime d'une catastrophe et qui se superposent devant nos yeux quand nous sommes rivés devant la télévision. Mais dans la distance, loin du drame, ici à Paris, c'est autre chose que je ressens soudain au milieu de mes amis japonais rassemblés dans mon petit appartement, comme de petits animaux cherchant à s'abriter. Il m'apparaît tout à coup qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cela, qui n'ont jamais de leur vie été confrontés à une telle situation, comme les Français, debout sur la terre ferme. C'est une chance inouïe. Nous-mêmes, dans cette angoisse, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que nous sommes, nous aussi, des Parisiens bien à l'abri.